Session Padel. Salut à tous, c'est Session Padel numéro 16. J'espère que tout roule, que vous êtes en pleine forme. Allez, dans la première partie, le Top News, on sera avec le numéro 1 français, Thomas Legge, qui cartonne en ce moment et qui est 88e mondial cette semaine dans la Pista Fédé. On parlera des jeunes, de la formation avec Yann Oradou. Il y aura également la partie coach. On va parler des raquettes, en fait. Quelle raquette choisir ? Et vous saurez combien de raquettes utilise Thomas Legge par match et par an. Vous verrez, il y en a quand même un certain nombre. Il y aura la troisième mi-temps aussi avec les questions. Allez, notre premier invité, je l'ai dit en intro, Thomas Legge, numéro 1 français. Session Padel. Salut Thomas. Salut Émilie, ça va ? Ça va super et toi ? Au top, tout va bien. Et ton partenaire du jour, Yann Oradou, alors référent sportif fédéral interrégional à la fédération. S'il te plaît Yann, salut, mais tu me changes ce titre. Salut Émilie, salut Thomas. Faut que t'appelles les RH, là, c'est trop lourd. Pour la présentation, en plus, ça te met une pression de malade. Personne ne le comprend, donc c'est bon. Bon, bah c'est bien. Le plus important, c'est que toi, tu comprennes. On en parlera de toute façon dans le podcast. Allez, c'est parti avec le Top News. Top News. Moi, c'est un partenaire que j'adore, une énergie à côté de moi de ouf, que ça soit sur le terrain ou même en dehors. On rigole tout le temps. Il a un profil un peu jeune, un peu, tu vois, un peu rebelle, mais dans le bon sens du terme. Il a toujours rigolé, avoir besoin de s'amuser. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Il a des qualités offensives qui sont énormes. Ses volets, ses smatchs, c'est juste incroyable. Il a énormément bossé en défense pour aujourd'hui être un joueur assez complet. Mais voilà, c'est quelqu'un avec énormément d'énergie, très positif sur le terrain. Enfin voilà, moi, un joueur que j'adore, qui je pense ira loin sur le ranking mondial. En tout cas, il a les qualités pour. Bastien Blanquet, on le remercie, hein, c'est ton partenaire pendant les championnats de France. Il dit tu iras loin sur le ranking mondial. Je le rappelle, 88e mondial cette semaine. J'imagine que c'est une belle satisfaction. Bah forcément, je suis content. C'était quasiment mon meilleur ranking. Donc, mais celui-là, il a quelque chose en plus parce que j'ai été 87e joueur mondial quand les deux circuits étaient pas encore liés. Là, quand il y a eu la jonction du World Padel Tour et du Premier Padel, donc le circuit était vraiment de plus en plus dur. Donc intérieurement, je sens que c'est mon meilleur ranking. Je suis en train de jouer mon meilleur padel en ce moment et en espérant que ça continue. Bastien, il dit c'est un joueur qui est devenu assez complet. Il aurait pu dire complet, mais c'est bien parce que assez, ça montre qu'il y a encore une vraie marge de progression. Bah avec Bast, c'est qu'on s'est connus. Il m'a connu aussi. On a commencé à jouer ensemble en France il y a 4 ans, je dirais même plus de 4 ans. Et c'est vrai qu'il m'a connu quand j'avais des grosses lacunes en défense. C'est vrai que je suis passé il y a quelques années à droite, donc ce changement aussi m'a été assez compliqué. Et j'ai pas mal bossé sur ce point qui était mon plus gros défaut, le point défensif. C'est vrai que l'attaque ça a toujours été mon point fort. Et donc j'essaie de devenir un joueur de plus en plus complet et travaille quotidiennement pour ça. Yann, toi tu formes les jeunes. Aujourd'hui, de toute façon, pour briller, être bon tout en haut, il faut être complet tout simplement. Ouais, il faut être complet. J'ai même envie de dire qu'il faut savoir aussi s'entraîner à droite et à gauche parce que déjà ça c'est plus facile pour devenir complet. Et en plus, quand on joue à droite, de temps en temps, on se dit ça nous fait progresser à gauche. Et puis voilà, comme Thomas, qui était un joueur un petit peu trop créatif au départ. Moi, je l'ai connu très très créatif, un petit peu tout fou quand il avait 16-17 ans. Et maintenant, l'évolution qu'il a aujourd'hui, forcément, il s'est un petit peu cadré, hein, j'imagine. mais ouais, et puis après, faut travailler. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ça va dans le sens de ce que dit Bastien et ce que dit aussi Yann. C'est un jeune rebelle, j'adore le côté un peu jeune, un peu foufou. En gros, tu t'as réussi avec le temps. L'objectif, c'était de se cadrer parce que quelque part, d'être très créatif, c'est quand même pas mal. Mais il y a un moment donné, il faut cadrer son jeu. Bah, c'est le problème d'être venu du tennis où j'avais ce même style de jeu dans le tennis où comme dit très bien Yann, je créais beaucoup trop de choses, je tentais énormément et c'est vrai que dans le padel, il faut avoir un peu plus de cadre. Le fait de partir en Espagne et les entraîneurs ils m'ont plus cadré, ils m'ont appris à avoir un plan de jeu plus simple et au moins sur des moments importants ou des matchs plus compliqués, c'est vrai de se retrouver avec un plan A, B, C plutôt que d'essayer de jouer un peu dans tous les sens. C'était pas le but et encore aujourd'hui, je pense que il y a de la marge de progression, mais je suis content de l'évolution qu'il y a eu sur les dernières années.
Là, on en parlait justement parce qu'on s'est croisés l'autre jour, de la fameuse programmation. C'est tellement important, une bonne programmation. Et programmation, ce qu'on disait, hein, programmation très ambitieuse où tu joues essentiellement sur premier paddle. Ça aussi, ça montre aussi l'ambition, parce que tu aurais pu faire un petit peu plus de FIP. Et non, tu es resté sur premier paddle. Je regardais par rapport aux points. T'as passé le premier tour aussi au premier paddle à Doha. Là, t'as emmagasiné pas mal de points. C'est vraiment l'objectif de faire que le premier circuit mondial. Bah écoute, c'est vrai que cette année, ils ont changé le barème de points sur les points FIP, les points pour un paddle. Ils ont augmenté les points des circuits FIP et baissé les points du circuit pour un paddle pour les joueurs de Previa. Donc forcément, c'est devenu plus risqué parce que si on joue sur le circuit pro un paddle, ben il faut forcément gagner 1, 2, voire 3 matchs pour pouvoir espérer gagner autant de points que si on allait dans un FIP. Donc les deux sont une différente stratégie. Moi, j'ai envie de jouer aujourd'hui contre les meilleurs. J'ai envie de me comparer aux plus forts et voilà, j'ai pris cette décision de jouer un maximum de pro un paddle pour espérer être dans peu de temps un joueur de tableau final et plus avoir à me préoccuper de si je dois jouer des FIP, si je dois jouer pour un paddle. Et donc voilà, ça a été mon choix en début d'année. Dylan Guichard dit que tu es un gars très sérieux. On l'écoute. C'est un gars très sérieux sur l'entraînement. Il a vraiment le paddle au centre de sa vie et son projet sportif et professionnel est quelque chose de très important pour lui. Et il respecte tous les joueurs, mais il pense qu'il est capable de battre tout le monde et c'est ce qui fait qu'il joue très bien et qu'il a les résultats qu'il a, je pense aujourd'hui. D'où vient justement cet état d'esprit ambitieux, sérieux, en fait, cette confiance en toi que tu dégages qui est assez naturelle en fait quand on te voit. J'ai pas voulu employer le mot melon parce que du coup, pour être très honnête, je l'ai fait enlever le mot melon parce qu'en fait, l'autre jour, j'ai fait une espèce de une question qui a le plus gros melon dans le paddle français. Toi, t'arrives à l'unanimité, t'es number one. Bon, c'est très bien là. Après, c'est important que les gens, je pense, que me voient avec une grosse confiance en moi, ce qui n'a pas été le cas sur toutes les années sur lesquelles j'ai été sur le circuit. J'ai jamais eu vraiment énormément confiance en moi, mais j'ai essayé de le montrer un maximum. C'est vrai que je pense que c'est la personne qui doit avoir le plus confiance en mon projet, c'est moi. Qui doit avoir le plus confiance en ses armes et son jeu, c'est moi. Ça n'a pas forcément été le cas comme je l'ai dit. J'ai eu beaucoup de doutes, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu pas mal de discussions avec mes entraîneurs là-dessus. Et c'est vrai que j'essaie de plus en plus avoir confiance en mon jeu, mon style de jeu qui est un peu différent du style de jeu espagnol. Et c'est vrai que de l'extérieur, quand on a envie de gagner, quand on a envie de montrer qu'on est plus fort que les autres et qu'on a envie de prouver son niveau de jeu, on va souvent dire que quelqu'un a le melon et a confiance en soi. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Au contraire, si les gens voient que j'ai le melon, comme on dit, je le prends plutôt bien. Ça veut dire qu'ils sentent que j'ai confiance en moi sur le terrain et que je sais ce que je veux. Et comme l'a dit Dylan, moi, mon projet, c'est toute ma vie. Donc, je me donne tous les moyens pour y arriver. Et c'est vrai que si ça donne cette impression, c'est pas une mauvaise impression, je trouve, au contraire. T'as complètement raison, c'était gentil. Yann, toi, quand t'as les jeunes, justement, c'est hyper important, la confiance en soi. Et on sait que quand on est ado, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Quel est un peu l'état d'esprit des jeunes ? Est-ce qu'il y en a effectivement qui ont une surconfiance en eux, ce qui est plutôt pas mal, comme on dit à l'américaine, et d'autres, justement, qui jouent très bien, mais qui, en termes de capital confiance, sont un petit peu en dessous ? Ouais, ça dépend aussi beaucoup du caractère, je pense. Si je prends, par exemple, un Johan Boronade, qui a l'impression qui montre en tout cas qu'il a vachement confiance en lui. Je sais que c'est pas forcément le cas sur ses débriefings de match, etc. Mais comme dit Tom, c'est très important, je trouve aussi, de montrer qu'on a confiance en soi, même si de temps en temps à l'intérieur c'est pas le cas. Mais ce que les adversaires vont voir de nous, ça doit être de quelqu'un qui doute jamais, qui a très confiance et qui a envie de rouler sur tout le monde. En fait, je pense qu'il faut trouver la limite entre avoir confiance en soi et ne pas respecter l'adversaire. Je pense que c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai ou je montre une confiance en moi que je respecte pas l'adversaire, et la limite elle est importante, et c'est ça qu'il faut enseigner, je pense, aux jeunes. C'est deux choses très différentes.
Au niveau de tes partenaires, justement, la 88, comment ça se passe? Tu vas rester avec ton partenaire? Est-ce que tu envisages, je sais pas, est-ce que tu regardes un petit peu ce qui se fait encore de mieux? Parce que forcément, pour progresser au classement, il faut que tu progresses toi et il faut que ton partenaire aussi soit Bah, au top. ouais, c'est C'est vrai que toujours la complexité, moi, je trouve, au padel. le choix du partenaire. Je pense que ça reste à haut niveau la chose la plus compliquée. Cette année, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de partenaire fixe. J'ai commencé un tournoi avec un joueur, puis j'ai changé, puis j'ai encore changé, puis j'ai essayé sur un ou deux tournois avec un autre joueur. Dois être déjà à 4, 5, 6 partenaires depuis le début de l'année. Et c'est vrai que j'ai fait le choix de cette année de penser beaucoup plus à moi qu'à un projet fixe, parce que je pense qu'à notre classement avec le circuit FIP, le circuit Pro Padel, le changement de classement qui change énormément par rapport aux années antérieures, je pense plus à moi qu'à un projet avec qu'une paire, et donc c'est pour ça tous ces changements. Mais là, sur les prochains tournois, je vais jouer avec Jesus Moya, qui est 70e mondial. Mais voilà, comme j'ai dit, si demain j'ai un joueur qui est 50 mondial, je pense que pas réfléchir, je me lancer dans un autre projet, même si c'est que des projets à court terme. Je pense que dans le classement où je suis, il y a pas mal de changements, et j'essaie de prendre les meilleures opportunités qui s'offrent à moi. De toute façon, en progressant, tu vas avoir de belles opportunités effectivement qui vont s'ouvrir à toi. Pour terminer cette parenthèse, Top News, vous avez fait justement une petite vidéo, 3 petites vidéos avec Yann, toi le coach, avec Big Colombien qui est sorti hier. 3 vidéos super sympas où Yann, t'as coaché Nico, c'est @bigcolombien sur les réseaux, et son objectif c'était de battre le numéro 1 français. Donc autant dire que là c'était une ambition injouable, mais il a quand même marqué 3 points. Donc il y a 3 raquettes Wilson à gagner. Yann, tu l'as quand même pas trop mal coaché, plutôt pas mal Nico. Je l'ai plutôt bien coaché. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est, je pense que Tom sera d'accord avec moi, c'est je pensais pas qu'il jouait si bien, parce qu'il vient pas du tennis du tout. Je crois qu'il vient du foot. Et en effet, je l'ai coaché du mieux que je pouvais, hein, même en sachant que ça va être très compliqué de marquer des points à Thomas. Mais je lui avais dit que voilà, les seuls points qu'il pouvait marquer, c'est de faire une grille qui allait descendre. Et je crois que c'est le premier point qu'il marque. Ou une lettre, parce que Tom, il allait pas faire de faute, à part s'il avait envie d'en faire, et que c'était hyper compliqué de faire un coup gagnant à Thomas. Donc plutôt content de moi et plutôt content de lui, ouais. Non, c'est vrai que c'était cool. Il a fait finale d'ailleurs dans un P100. Il a crampé. Par contre, il faut peut-être qu'on l'entraîne physiquement. En tout cas, on lui fait une grosse bise, parce que on lui a mis, d'ailleurs, on l'embrasse, mais on lui a mis un coach padel. La prochaine fois, on va lui mettre aussi un coach physique pour qu'il puisse continuer de progresser. En tout cas, une nouvelle fois, on vous remercie, messieurs, et puis on remercie Nico d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. Allez, deuxième séquence, la piste à Fédé. La piste à Fédé. La piste à Fédé. Alors, Yann, pas mal de petites questions. Pour les jeunes, quels sont pour toi les fondamentaux, les choses indispensables pour se donner une chance d'atteindre le haut niveau? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut qu'ils soient déjà passionnés, qu'ils aient envie de travailler, qu'ils aient envie de vraiment s'améliorer, et qu'ils n'hésitent pas de temps en temps aller en Espagne, prendre un petit peu de ce qui se fait le mieux, parce qu'on sait que les meilleurs jeunes aujourd'hui sont espagnols. Après, ils peuvent très bien s'entraîner en France aussi. On voit qu'il y a des académies qui s'ouvrent. Il y a aussi le Pôle France à Vichy qui va voir le jour à partir de septembre. Et puis, c'est aussi une politique fédérale qu'on va mettre en place. C'est de commencer à organiser des FIP Promise aussi en France, pour qu'ils prennent un petit peu l'expérience de jouer contre des étrangers, etc. Parce que les championnats d'Europe ou les championnats du monde, ça se fait qu'une seule fois par an, et c'est pas assez. Et on va peut-être aussi organiser des rencontres avec des pays étrangers, des rencontres un petit peu amicales. Voilà. Tu peux nous expliquer c'est quoi le FIP Promise? Le FIP Promise, en fait, c'est des FIP U18, U16, U14, ça va même jusqu'à U12. C'est l'équivalent un petit peu de l'ITF junior au tennis. C'est le circuit jeune. Ouais, c'est bien, ça a la possibilité de se confronter aux meilleurs, et sur le territoire, c'est assez cool. Est-ce que tu peux nous dire juste aussi les entraîneurs à Vichy, parce que l'autre jour, on avait Alexia Dechaume sur le session paddle d'avant qui nous disait qu'il y avait une réunion justement pour déjà l'intégration des jeunes. Ça y est, la liste est effectuée. Et il y a aussi les entraîneurs aussi qui sont nommés.
Alors, il va y avoir Baptiste Benetou, que vous connaissez certainement. C'est l'entraîneur de Léa Godalier qui entraîne aussi au Fort Paddle à Colombier. Jérémy Garcia, qui est un très bon formateur, qui a formé deux jeunes qui vont justement intégrer Vichy à partir de septembre du côté de Paddle Rouen Arena, l'UDP en Normandie. Et on va avoir la chance d'avoir l'expertise de profiter de Juan Alday, donc qui entraîne Alix Colombon, qui a entraîné aussi Benjamin Tison en fin de carrière. Et il me semble aussi qu'il a dû entraîner peut-être Bella, il me semble, peut-être au début de sa carrière. Donc on a la chance d'avoir un Argentin qui connaît le haut niveau par cœur. Donc on va essayer de profiter de ces trois-là. Pas mal ça, Thomas, non, comme casting. T'es un peu obligé de dire oui, hein, parce que là on est sur un podcast fédé. Si tu me dis non, c'est pourri, ça me fait pas. Non, c'est très au contraire. C'est la question. En posant la question, je me dis attends, il va être obligé de dire oui, c'est fabuleux. Non, mais de toute façon, il y a pas forcément d'autres réponses. C'est que ça peut que être positif. L'ouverture d'un pôle en France, que on voit qu'il y a des académies qui s'ouvrent de plus en plus. Je pense que Yann, il a très très bien dit. C'est pour le développement du paddle en France et pour les jeunes, c'est le mieux, je pense. Et je parlais de la densité dans le top 100. Je vais faire un petit rappel pour clore cette parenthèse Pista Fédé. Il y a 3 joueuses dans le top 100. Alix Colombon, 30e. Léa Godalier, 56e. Et Carla Touli, 83e mondial. Donc elles sont 3 chez les filles. Et toi, tu es le seul dans le top 100. C'est déjà bien, 88. Et derrière, on a Bastien Blanquet, 110. Joanne Bergeron, 114. Et Dylan Guichard, ton pote, 132e. En tout cas, on va suivre ça avec intérêt. Et on en veut bien évidemment encore plus. Allez, c'est le moment du prof. Le prof. Ah, le prof, là ça va être tous les deux, il n'y a pas que toi Yann, on va parler justement des raquettes. Comment bien choisir, on va commencer avec toi Yann, comment bien choisir sa raquette quand on débute, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'il faut quelque chose de léger? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors tout dépend des capacités du joueur. Si vous êtes naturellement très puissant, vous allez plutôt prendre une raquette type hybride, donc goutte d'eau, ou plutôt une raquette très contrôle ronde. Si vous prenez une raquette puissante diamant alors que vous êtes déjà naturellement très puissant, vous pouvez en mettre un petit peu partout. Et par contre, si vous êtes vraiment débutant, plutôt une raquette légère. Alors attention, si vous avez des tennis elbow, faites attention à pas prendre une raquette qui a trop de carbone, parce que je sais que ça donne pas mal de vibrations et il y a pas mal de problèmes de coude avec des raquettes où il y a trop de carbone. Effectivement, l'importance de bien choisir sa raquette. Thomas, on en parlait l'autre jour, justement, c'était hyper intéressant ce que tu disais par rapport à la raquette. Au tennis, on change à en tout cas les professionnels, chaque balle neuve, changement de raquette. Comment ça se passe, toi? Tu utilises combien de raquettes par an? Et est-ce que tu changes de raquette pendant un match? Alors moi, je fais un truc un peu spécial, c'est que j'utilise 3 raquettes en même temps et que je change tous les 5-6 jeux que je fais tourner pendant le match pour que à peu près que la mousse soit toujours aussi dure. Comme ça, si au cas où je casse une raquette assez rapidement, c'est-à-dire que si je prends une raquette neuve, elle sera assez proche des 2 autres. Mais par contre, si ça fait longtemps que je joue avec ces 3 raquettes et que j'en casse une, je change directement les 3 pour pas avoir de différence avec mes raquettes. Et en moyenne, je dirais par an, j'utilise entre 25 et 30 raquettes par an à peu près, quoi. En moyenne, pas mal. En moyenne, est-ce que l'avion aussi, est-ce que l'avion aussi, ça a un impact sur la raquette, sur la mousse et la chaleur? Alors, l'avion, ça a un impact, mais je pense que ce qui a le plus d'impact, c'est la chaleur. C'est vrai que dès qu'il fait très chaud dans des pays comme à Dubaï, à Doha, au Mexique, ou dès qu'on va jouer en altitude, c'est vrai que la raquette elle va devenir de plus en plus molle. Mais après, on s'adapte. Mais c'est vrai que la température, c'est ce qui a le plus d'impact pour moi sur la raquette. Et les tout premiers mondiaux, ils fonctionnent aussi comme toi? Tu t'es inspiré d'eux ou tu fais aussi à la sensation par rapport à toi, ou tu t'es à un moment donné rencardé et renseigné sur leur mode de fonctionnement? Alors, je me suis inspiré de Bella dans une interview de Tapia. Parce que Tapia s'est lui-même inspiré de Bella, qui lui expliquait pourquoi il faisait ça. Et c'est que la plus grande raison, c'est pour toujours avoir la mousse
similaire donc pour les 3 raquettes, donc de changer tous les 5-6 jeux, de toujours faire par groupe de 3 raquettes. Et c'est vrai qu'aussi pour la transpiration, pour le grip, c'est vrai que quand on joue avec 3 grips neufs, de changer tous les 5-6 jeux, on revient tout le temps à un grip un peu plus neuf. Et la corde a le temps de sécher pendant cette période. Donc pour les personnes qui transpirent beaucoup des mains comme moi, c'est un avantage de changer de raquette tous les 5-6 jeux. Et donc je me suis, comme tu dis, inspiré de Bella. Est-ce que vous mettez du spray, parce que c'est vraiment la problématique, hein, la transpiration au niveau des mains. Est-ce que tu mets du spray, du talc ou quelque chose quel conseil tu pourrais donner justement pour pas que la raquette glisse? Mais alors le premier conseil que je pourrais donner, c'est comme je dis, de changer de raquette un peu, pas tous les jeux, mais tous les 5, 6, 7, 8 jeux, parce qu'au moins le surgrip il a le temps de sécher. Et après c'est vrai que moi depuis quelques temps j'essaye un spray qui s'appelle le spray For On et franchement c'est top. J'avais jamais essayé. Il y a pas mal de joueurs qui jouent avec sur le circuit et je me suis adapté à ça et franchement je suis très content. Donc depuis quelques semaines j'utilise ce spray et très bien. À tester, Yann. Yann, tu changes de raquette toi aussi ou pas? Ouais, ça m'arrive de changer de raquette dans mon match. Comme a dit Tom, c'est souvent quand en fait le surgrip commence à glisser. Donc en effet, il existe des petites bombes pour rendre un petit peu poisseux le grip ou alors des serviettes. Il y a une marque qui fait ça aussi pour rendre un petit peu poisseux le grip. Après, j'en reviens à une petite anecdote là pour la mousse et pour la chaleur, comme disait Tom. Je me rappelle que la première année au Major à Paris, t'avais Franco Stupachuk qui changeait de raquette aussi tous les 3 ou 5 jeux, qui mettait les raquettes dans le frigo de Roland Garros là sur le terrain avec ses bouteilles d'eau. Et il les sortait tous les 5 jeux et du coup la douce était un peu plus dure et il changeait de raquette comme ça. C'est vrai ça. À tester, ça c'est marrant ça. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui le font parce que c'est vrai que comme on joue avec le padel se joue aussi à l'extérieur du terrain, on peut pas ouvrir les parasols pendant les points. Donc en fait les raquettes sont forcément exposées au soleil. Donc il y a beaucoup de joueurs qui pendant les matchs mettent la raquette dans le frigo pour qu'elle soit aussi dure, comme il dit Yann. Je vais tester. J'en ai que 2, mais je testerai. C'est déjà très bien quand on a la possibilité d'en avoir 2 dans son sac. Allez, la 3e mi-temps. On va s'hydrater avec quelques questions. La 3e mi-temps. La première. Si tu devais choisir un partenaire top player, tu choisirais lequel? C'est pour moi la question. Ouais. Ouais, Yann, c'est fini maintenant. Mais Yann, il peut répondre, remarque aussi, ça peut être drôle. Moi, en top player, en jouant à droite, je pense que je choisirais un joueur comme Galán. Je pense que c'est pour moi le joueur le plus complet du circuit et je suis très très fan de ce joueur. Donc je choisirais Galán. Yann? Du coup, je voulais choisir Galán, mais maintenant qu'il est pris, je vais prendre Tapia. On se rend pas à la tâche difficile. Ouais, c'est clair. Non, ça va. 2e question. Dans les moments importants, quel est ton coup où tu as le plus confiance? C'est une bonne question ça. Dans les moments importants, je pense que les 2 choses dans lesquelles j'ai plus de confiance en moi, ça va être sur le lob et le smash tapé. C'est là où je sais que c'est les coups qui me font gagner le plus de points, donc j'irai le lob et le smash tapé. La 3e. Quel joueur U20 français t'impressionne le plus? U20 français. Je pense que, alors c'est vrai que j'ai pas vu tout le monde jouer. On m'a dit qu'il y a de plus en plus de jeunes. Il y en a pas mal que j'ai pas encore eu la chance de voir jouer, mais je pense que sur ceux que j'ai vus, je dirais Timéo Fontny et j'ai bien aimé Jérémy Robert. C'est ça? Jérémy Robert. Ouais, Jérémy Robert qui s'entraîne à Lyon. Allez, dernière question. Petite question pour toi, mon Thomas. Est-ce que tu préfères gagner les championnats du monde avec l'équipe de France ou gagner un major sur le premier paddle? Je m'attendais tellement pas à ça. Elle est dure celle-là. Je pensais qu'il allait dire une connerie, du coup je m'attendais. J'ai entendu la voix de Dylan, j'ai dit oula. Est-ce que je préfère gagner le championnat du monde avec l'équipe de France ou un major Franchement, c'est un choix compliqué, mais je pense que je préfère gagner un major, je pense. Je pense que c'est le truc qui me fait le plus kiffer. Même si représenter son pays, je pense que c'est une des plus belles choses dans le sport. Je trouve que ça a moins d'impact que gagner un major.
Ouais, gagner le Major au stade Roland-Garros. Ça, je pense que c'est le rêve de tout Français, je pense. C'est clair. En tout cas, on te le souhaite déjà dans un premier temps de t'en rapprocher. Et pourquoi pas un jour, qui sait, un grand merci à tous les deux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là, Thomas, là, tu parles en tournoi là, sur ces prochaines semaines? Je vais être à Séville, donc d'essayer de faire le meilleur résultat possible au fil de Séville et d'essayer d'aller chercher un autre tableau final sur les prochains premiers paddle qui arrivent, où je serai en Argentine la semaine prochaine. Et toi, Yann, sur la route, toi, t'es devenu routier, hein. Tu te balades partout dans l'ouest de la France, notamment, et pas que. Ouais, qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui se mettent au paddle à fond, qui prennent exemple de Thomas, de s'entraîner un peu en France, de s'entraîner aussi en Espagne. Et pour qu'on ait, l'objectif, c'est d'avoir 6-7 top 100 dans quelques années, quoi. Pour qu'on essaye justement de gagner un major, comme l'a dit Tom, et aussi qu'on gagne les championnats du monde. Voilà, si on peut faire les deux, moi je prends. Bah ouais, faut être ambitieux. Vas-y, en plus on était avec Thomas qui est hyper ambitieux, Cal Boulard, nous aussi on a le melon, non, ça y est. Je vais tout gagner. Et puis nous on part à Marseille, Yann, hein, parce qu'il y a le P2000 ce week-end à Win-Win à Cabriès. Donc Yann, faut que tu gagnes et moi, faut que je gagne aussi. Bon, c'est pas gagné. Hein. Ouais, on fera le débrief. Allez, merci. Session Padel. Énormément merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve dans un mois avec de nouveaux invités. Et consommez le paddle sans modération. Allez, je vous embrasse. À très vite. Ciao. Session Padel. Session Padel.